Donc bonjour à tous, bienvenue à la section 2.3 du code, donc changement de variables et autres astuces. Je ne ferai pas les autres astuces tout de suite, je vais le faire dans une autre section. Là. Ça, fait que dans le fond, les autres astuces, je ne les ferai pas aujourd'hui. Pourquoi j'ai laissé et autres astuces? Parce que c'est le nom dans votre livre. Donc aujourd'hui, on fait vraiment juste changement de variable. Donc le changement de variable, c'est quoi? C'est une technique d'intégration qui est basée sur quelque chose qu'on connaît déjà, qui est basée sur la règle à chaîne. Donc, je rappelle, c'est quoi la règle à chaîne? La règle à chaîne, c'est si vous faites la dérivée d'une fonction dans une fonction, donc d'une composition de fonctions, donc la fonction g ici qui est dans la fonction f, mais on peut dériver en disant, mais c'est la dérivée de l'extérieur avec l'intérieur en dedans, il faut la dérivée de l'extérieur. Donc, petit exemple, juste pour se remettre dans le morceau, là. Donc, c'est quoi la dérivée de sin de x carré? Donc, la dérivée de sin de x carré, donc dérivée de ce qui est à l'extérieur, ça me donne cos. Mais ce que je mets à l'intérieur, c'est x carré fois la dérivée de l'intérieur de x. Voilà. Donc, c'était ça la règle de la chaîne. Maintenant, je vais vous poser une question qui ne devrait pas être trop compliquée, en fait. Si je vous demande, c'est quoi l'intégrale de 2x cos de x carré? Hey, mais Oli, c'est ce que tu viens de dériver. Oui, clairement, là, c'était ça l'idée de l'exemple. C'est, dans le fond, 2x cos de x carré. Je sais que par définition, c'est sin de x carré prime. C'est ce que je viens de vous montrer, là. Ça, c'est la dérivée. Puis quand j'intègre quelque chose qui s'est dérivé, ben, ça fait rien du tout, hein. Rien du tout, sauf rajouter une constante. Alright? C'est ce que je vous ai dit au début à la fin de l'autre cours, là. À la fin de l'autre cours, quand vous intégrez une dérivée, ça fait rien du tout, sauf rajouter une constante. Fait que j'ai réussi à intégrer parce que je savais que quand je dérivais sin de x carré, ça me donnait cos de x carré de x, qui était exactement ce que j'avais ici. Sauf que là, la question que je vais vous poser, c'est si je n'avais pas fait l'exemple avant, si je vous avais juste donné ça, est-ce qu'on aurait été capable de déduire que ça, que avant que je dérive, que ça allait me donner ça? Ben, oui, et on va être capable de revenir à cette forme-là. Et pour revenir à cette forme-là, ce qu'on va utiliser comme technique, on va utiliser ce qui s'appelle le changement de variable. Donc, la règle du changement de variable s'énonce comme suit. Donc, si vous avez l'intégrale de f de g de x fois g' de x, c'est-à-dire si vous intégrez la partie droite ici, là, si vous posez u égale à g de x, ça revient à faire l'intégrale de f de u. Je m'explique, je vais traduire ça en français, puis après je ferai une démonstration de ça quand on aura compris qu'est-ce que ça veut dire. Si je reprends mon exemple d'ici, donc si je reprends l'exemple de ça, donc 2x cos de x carré dx. Super. Donc, ils nous disent f de g de x, g' de x. Donc, c'est quoi f de g de x? Donc, mon f ici, mon f, ça va être ma fonction cos. Donc, ça ici, ça va être mon f. Mon x carré, ça va être ma fonction g. Puis mon 2x ici, ça va être mon g'. Alright? Donc, c'est ça que je vous disais. F, c'est la fonction qui est à l'extérieur. Mon g' ici, donc mon g, c'est ce qui est à l'intérieur, mon x2. Puis mon g', c'est ce qui est à l'extérieur. La dérivée de x2, ça fait 2x. Ce que je vous dis dans la règle, si je vous dis, si vous posez u égale à g de x, si je vous dis u est égal à g de x, ce que la règle du changement de variable stipule, ça dit que ça devient égal à l'intégrale de f étant cos de u. Ça veut dire que j'avais posé u, c'était mon g de x, donc ce que j'avais posé u ici, dans ce cas-ci, ça va être l'intérieur x2, donc u, du. Intégrale de cos, ça on sait intégrer cos, intégrale de cos, ça fait sin, donc ça me donne sin de u plus c. Sauf que là, j'ai des u, puis au début, j'avais des x, fait que c'est un peu gossant. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre mon u est égal à x carré, et je vais le remettre dedans comme ça, ce qui va me donner sin de x carré plus c. Bon, c'est un premier exemple. Si en ce moment, vous avez fait shit, je pense que j'ai pas compris, vous êtes normal, c'est pas si simple à catcher l'idée de ça au départ.
Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la démonstration de ce résultat-là pour vous montrer que ça marche. Puis après, on fera d'autres exemples pour vous montrer comment on peut utiliser ça de façon concrète pour vous montrer que ça marche. Bon, parfait. Fait que démonstration de ça. Je vais partir avec ça. Je vais faire quelques manipulations. Puis en bas, ici, là, à la fin de ma preuve, je vais arriver avec f de u du. Alright? Mais l'idée, en fait, c'est de faire exactement ce qu'on a fait. Donc, de poser u est égal à g de x. Donc, de poser u est égal à l'intérieur de ma fonction. Donc, de dire que ça va devenir, mon g de x va devenir u. Donc, ça va faire intégrale de f de u. Sauf que là, le problème, c'est que je suis pris avec un g' de x dx. Fait que comment faire pour me débarrasser de mon g' de x dx? Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de l'égalité que j'ai posée au début et je vais dériver de chaque côté. Alright? Donc, dériver de u, ce que je vais faire, je vais l'écrire sous une autre notation que vous connaissez. Donc, on avait vu ça, les notations pour dériver. On avait vu avec les primes en calcul différentiel, ou des fois, on écrivait ça aussi dy sur dx ou df sur dx. Là, je suis certain que vous avez déjà vu ça. Donc ici, mon u', au lieu de le noter avec la notation du prime, je vais le mettre avec l'autre notation. C'est-à-dire, je vais l'appeler, vu que c'est u, là, je vais l'appeler dérivée de u par rapport à x. Donc, u étant la fonction, donc je dérive u par rapport à x, donc du sur dx. C'est comme ça que j'écris la dérivée. Puis g' de x, c'est g' de x. J'ai rien à vous dire, là. Si je dérive g, ça fait g'. Et là, regardez bien ça. du dx. Et là, je vais faire quelque chose que vous n'allez pas aimer sur le coup, mais que je vais expliquer après et que vous devriez aimer. Je vais faire fois dx chaque bord. Donc, on va canceller les dx de ce côté-ci. Ça va faire du est égal à g' de x dx. Là, si vous vous dites, c'est illégal ce que tu viens de faire, toi, le prof. Non, c'est pas illégal ce que je viens de faire. dx, c'est quoi? Je l'ai expliqué dans un cours précédent, c'est une variation de x, mais une variation de x infiniment petit. Fait que du sur dx, là, c'est comme deux morceaux indépendants. C'est une variation de u divisée par une variation de x qui fait une pente de droite tangente. Ce qui fait que ça reste deux morceaux indépendants. Fait que oui, nous, on les mettait toujours de façon collée, qui ne bougeaient pas ensemble, là, mais on peut les séparer, il n'y a pas de problème avec ça. Et en faisant ça, justement, regardez bien ça. G' de x dx, g' de x dx, c'est du. Fait que ça, c'est du. Fait que ça me donne intégrale de f de u du. Enfin, c'est ça que je voulais montrer, là. Voilà. Donc, ça dit quoi? En posant u est égal à quelque chose à l'intégrale, en regardant ça avec sa dérivée, on est capable de faire de changer les variables, donc de faire un changement de variable, et de réécrire une intégrale au lieu d'être en termes de x, en termes de u, et cette intégrale-là risque d'être plus simple à résoudre. On va faire un exemple, ça va vous aider. Donc, on regarde ça ici, l'exemple qui est ici, calculer donc l'intégrale de x au cube cos de x4 plus 2. Et ici, on va utiliser le changement de variable. L'idée ici, quand on fait un changement de variable ou quand on veut utiliser un changement de variable, il faut qu'on repère une fonction et sa dérivée. Donc, si dans une intégrale, vous repérez une fonction et sa dérivée, probablement que le changement de variable est une bonne idée à utiliser. Donc, par exemple, ici, je repère une fonction et sa dérivée. Je repère x4 et x3. Parce que clairement, quand on dérive x4, ça fait 4x3. Si vous vous dites, oui, mais Oli, il n'y a pas de 4 ici, on n'est pas capable de le mettre parce que c'est différent. Non, c'est pas grave, on s'en fout. x3, là, on s'entend que ça ressemble pas mal à la dérivée de x4 à une constante près, on s'entend, mais ça se ressemble pas mal. Fait que l'idée ici, c'est que je vais aller faire mon changement de variable en me disant, vu que x4, ça ressemble à la dérivée de x3, je vais poser u comme étant égal à ce que je veux dériver, c'est-à-dire x4. Alright? Et, petit conseil quand on fait des changements de variables, c'est souvent bon d'aller inclure la constante. Parce que quand on dérive les constantes, ça fait 0. Fait que je vais mettre plus 2.
Parce que si je mets U là-dedans, si je fais juste poser x4, là, je vais m'avancer tantôt avec cos de U plus 2. Ça va pas vraiment m'aider parce que le plus 2 va encore m'énerver, là, parce que je pourrais pas plus intégrer, parce que cos de U plus 2, c'est pas dans ma liste de primitives de l'autre cours, là, ici. Là. J'ai pas ça, moi, cos de U plus 2, là, j'ai juste cos. Cos de U, en fait. Fait que, un des trucs, c'est je trouve pas, mettre les constantes dans mes changements de variables. Alright? Ce qui fait que mon intégrale va devenir intégrale de x cube cos de u dx. Et là, encore une fois, ici, je vais dériver de chaque barre. Donc, je vais dériver de ce bord-là, je vais dériver de ce bord-là. En dérivant de ce bord-là, rappelez-vous, on l'écrit avec la notation de Newton, ici qu'on utilise, donc, non, de Leibniz. Donc ça, on appelle ça la notation de Leibniz. Et de ce côté-ci, à droite, donc je fais juste dériver. Dériver, ça va me donner 4x3. Et là, regardez bien ça. Je vais envoyer mon dx de l'autre côté comme j'avais fait. 4x3 dx. Là, regardez bien ça. x3 dx. x3 dx. Sauf que le 4, il est inutile. Ben, on s'en fout. Envoyez le 4 du bord du du. Du sur 4 est égal à x3 dx. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon x3 ici, puis mon dx, je peux le changer en du sur 4. Donc, ça va me donner intégrale de cos de u, du sur 4. Puisque 4 est une constante, je peux le sortir de l'intégrale. Et intégrale de cos de u, ça c'est beaucoup plus simple. Ça, on sait intégrer ça. Intégrale de cos, on le sait, ça fait sin. Puisque j'ai intégré, je rajoute ma constante. Et puisque j'ai un U à la fin, mais au départ j'avais un X, ce qui est un petit problème, j'ai juste à reprendre ce que j'avais choisi au début, U égale à X4 plus 2, pour ramener ma primitive en termes de X. Donc, sin de X4 plus 2, plus ma constante d'intégration. C'est bon? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours dériver. Hein? Si vous dérivez, vous allez voir, là, vous allez revenir exactement à cette chose-là. Au début, quand on voit ça et qu'on commence à faire ça, ça fait un peu mal. Je vais continuer à faire un exemple. Donc, je vais continuer à faire des exemples pour essayer de vous montrer comment on peut utiliser ça. Puis après, on fera des exercices. Donc, encore deux petits exemples. Après, je vous ferai faire un exercice pour vous pratiquer. Puis je vous donnerai des petits trucs aussi pour essayer de visualiser comme il faut les changements de variables. Parce qu'au début, ça fait mal aux cheveux un peu. Donc, on va regarder ça. Comment faire pour résoudre une intégrale comme ça. Donc, une des solutions, ça serait d'ouvrir le à la 5. Donc, je pourrais ouvrir ça 3 plus 2 à la 5. Donc, de l'ouvrir au complet avec la distribution. Si vous faites juste rentrer le 5 de même puis de même, c'est illégal, hein, ça? Rappelez-vous, quand vous faites ça, je deviens mauvais. Fait qu'on peut pas rentrer le 5 directement pour faire l'espèce de méga distribution avec un 5. Ce qui fait que c'est très long à ouvrir. Ça se ferait toujours, sauf que je le recommande pas. Puis si jamais je mettais un 50, la réponse c'est juste on fait pas ça, là, 50 c'est trop gros. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser un changement de variable. Là, si vous vous dites, oui, mais il n'y a pas une chose de sa dérivée ici, c'est un peu bizarre. Oui, si je pose U est égal à 3t plus 2, mais quand je dérive, je vais me ramasser avec une constante puis plus de lettres. Vous allez voir. Donc, je vais dériver de chaque côté. Donc, je dérive de chaque bord. du sur dt. Donc ici, j'ai pris t parce que je dérive par rapport à t. Et je dérive de ce côté-là, ça va me donner 3. Super. Donc, mon intégrale va devenir intégrale de u à la 5 dt. Puis je fais comment pour me débarrasser du dt? Je vais utiliser ça ici. Je vais envoyer mon dt de l'autre bord. U est égal à 3 dt. Puis le 3, je n'ai pas de besoin. Il n'a pas de 3 ici. Fait que le 3, je vais le bardasser de l'autre côté. Donc, je vais dire que ça fait du sur 3 dt. Donc, mon intégrale va devenir u à la 5. Puis dt devient du sur 3. Parce que mon dt devient du sur 3. Là. Mon 3, c'est une constante, je peux le mettre en avant. Comme ça.
Puis u à la 5, ça me donne u à la 6 sur 6, plus ma constante d'intégration. Et on se rappelle, on ramène le u en x ou en t dans ce cas-ci, parce qu'on avait des t. On avait posé u est égal à 3t plus 2, donc ici. Donc ça va me donner 3t plus 2 à la 6. Là, ici, j'ai 3 fois 6. J'ai écrit déjà 3, mais 3 fois 6, clairement, là, je vais dire 18. Là. Donc, je vais l'écrire comme ça. 18. Puis, sans oublier ma constante d'intégration. Autre exemple. U est égal à tan. Donc, comment je fais pour être... Excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Donc, intégrale de tan θ dθ. Donc, comment faire pour intégrer ça ici? Parce que là, on fait, oui, mais là, semble que je vois rien à faire comme changement de variable. Effectivement, dans ce cas-ci, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf que je vais faire une légère transformation. Sin de θ, cos θ, dθ. Et là, la question quand on fait un changement de variable, il faut qu'on se pose, est-ce qu'on voit une chose et sa dérivée? Oui, ici, on voit une chose et sa dérivée. Je vois sin et cos. Donc, si je dérive cos, ça me fait moins sin. Puis si je dérive sin, ça me fait moins cos. Donc ici, j'ai deux choix. Soit que je pose u égale à sin, soit que je pose u égale à cos, parce que un est la dérivée de l'autre. Donc ici, quand on a un peu d'expérience, on a dérivé quelques fois, on sait tout de suite lequel va être le bon. Mais quand on commence, on n'a aucune idée lequel des bons choix va être le bon. Et même que je vous dis, quand vous allez commencer à faire des changements de variables, vous allez essayer de faire des changements de variables, vous allez poser des u égale à quelque chose, puis vous allez vous tromper, puis ça marchera pas, puis c'est pas grave, parce que vous recommencez, puis à force d'essayer, vous allez finir par trouver le bon. Puis à force de faire des changements de variables, on finit par développer quelque chose qui s'appelle le high vision, puis on finit par les voir lequel est le bon. Par exemple, moi, mon high vision, il me dit que c'est lui le bon ici. Parce que c'est souvent mieux de prendre quelque chose qu'il y a un numérateur et un dénominateur, c'est souvent préférable de prendre notre u égale à quelque chose au dénominateur. Je m'explique qu'on va essayer avec la bonne stratégie, donc ça, c'est pas la bonne stratégie, là. U égale à cos, ici, ça va marcher. Pourquoi? Ben, ici, je vais y aller d'un coup, là, je vais vous montrer. Je vais dériver ça ici. Donc, je vais dériver ça. Donc, clairement, à gauche, ça me ferait du sur dθ. Mais à un moment donné, clairement, là, ça va toujours faire du sur dθ. On va prendre le dθ, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ce qu'on fait d'habitude, les mathématiciens, tout de suite, on fait du. Puis le dθ, on le met tout de suite de l'autre bord, vu que clairement, on va toujours le faire. Là. Fait que mon dθ qui serait ici, je vais tout de suite l'envoyer de l'autre côté. Je vais dériver mon cos qui va me faire moins sin. Puis tout de suite, on le met de l'autre côté. Là. Fait qu'en fait, moi, si j'avais fait tous les autres problèmes, là, je l'aurais pas écrit de même, j'aurais tout de suite mis mon dt ici. Même chose pour lui, mon dx, je l'aurais tout de suite mis de ce côté-là. C'est ce qu'on fait d'habitude parce que c'est toujours la même étape routinière qui arrive. Fait que j'arrive à ça ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Sin θ dθ, sin θ dθ, c'est la même chose, sauf que j'ai un moins de pas correct. Fait que je vais envoyer mon moins de l'autre côté. Donc, moins du est égal à sin θ dθ. Ce qui fait que mon intégrale qui est ici va devenir intégrale. Mon cos va devenir u, mais au dénominateur. Puis en haut, mon sin θ dθ va devenir moins du. Ouais. Le moins, c'est une constante, il sort. Puis intégrale de du sur u, donc intégrale de 1 sur u, en fait, là. Je vais me monter pour aller bien vous le montrer, pour aller bien vous l'indiquer. C'est celle-là ici. C'est la même chose, là. Ici, c'est écrit 1 sur x, là, mais c'est la même chose, là. Je vais faire mon symbole d'intégrale un peu mieux que ça, là. Donc, les deux, c'est la même chose ici. C'est juste écrit un petit peu différemment. Donc, ça me donne ln de valeur absolue de x. On va descendre. Ici. Voilà. Donc, ça me donne moins ln de valeur absolue de u plus une constante. Donc, moins ln de... On avait posé... j'ai mis une parenthèse, mais c'est une valeur absolue. Je fais ça des fois. On avait posé u égale à cos, nous. Donc, ça fait cos de θ plus une constante. C'est bon? Juste vous montrer pourquoi ça n'aurait pas marché u égale à sin. Si j'avais posé u égale à sin, là, je me serais ramassé avec du u égale à cos de θ dθ.
Puis là, en voulant remplacer là, dans mon intégrale, sin de θ, dθ, et en bas j'ai cos de θ, ça n'aurait pas marché ici. Pourquoi? Parce qu'en haut, oui, mon sin de θ serait devenu U, mais là, ici, j'ai dθ sur cos de θ, puis là, ici, mon dθ, il est fois cos de θ. Fait que j'aurais jamais été capable de le remplacer comme il faut pour que ça fonctionne. Donc, dans ce cas-ci, la façon ne marche pas. Parce que, oui, mon dθ, en fait, là, mon dθ serait devenu du, mais j'aurais eu mon cos de θ de trop parce qu'il est au numérateur et non pas au dénominateur. Fait que dans ce cas-ci, ça n'aurait juste pas marché. C'est ça que je vous disais, c'est souvent préférable de poser des u égales au dénominateur. C'est souvent une stratégie qui va marcher. Pas toujours, mais c'est souvent une stratégie qui va marcher. Bon, exercice, je vous laisse en essayer un. Prenez vraiment le temps de l'essayer, sinon vous m'écoutez à vitesse 1.5 pour que ça le court aille bien vite. Essayez-le pour de vrai, là, parce que je vous le dis, c'est vraiment pas simple au début, un changement de variable. Essayez ça. Avant de commencer, quand on fait un changement de variable, essayez de repérer une chose et sa dérivée. S'il y a des constantes, ça peut être une bonne idée, pas toujours, ça peut être une bonne idée de les inclure dans notre changement de variable. Puis, d'habitude, on privilégie de prendre nos dénominateurs plutôt qu'au numérateur, sauf dans certains cas qu'on verra un petit peu plus loin. Mais c'est souvent ce qu'on préfère, ce qu'on essaye. Fait essayez de faire ça. Ça se peut que ça marche pas. Si ça marche pas, faites-vous-en pas, vous êtes normal. C'est pas toujours facile de l'essayer. Donc, faites pause à la vidéo, essayez-le. Quand vous êtes prête, regardez la correction. Donc, voici la correction. Donc, ici, le bon changement de variable, c'est tout ça. C'est U est égal à 1 moins 4x2. Parce que clairement, quand je vais dériver mon x2, ça va me donner 2x. Ça va ressembler à une constante près, mais on a vu que les constantes, on s'en foutait un peu parce qu'on pouvait les isoler. Puis comme j'ai dit, c'est souvent bon d'aller inclure la constante à côté. Ça permet de simplifier. Donc si je dis U est égal à 1 moins 4x2, ça va me donner du, parce que automatiquement, ça ferait du sur dx, mais je vais tout de suite envoyer le dx pour soulever une étape. Dérivé de 1 moins 4x2, donc dérivé de 1, ça fait 0. Je vais mettre mon 2 en avant, moins 8x. Puis comme je vous ai dit, le x d'ici, je l'ai tout de suite envoyé là. Maintenant, justement, x dx qui est ici, le moins 8 me gosse, mais c'est pas un problème. Je l'envoie comme ça ici. Donc, il va me rester x dx comme ça. J'ai ça, les moins au dénominateur, là. Un moins au dénominateur ou au numérateur, ça ne change rien. Moi, j'aime mieux mettre mon moins au numérateur parce que c'est plus joli. Donc, ça va me donner quoi? Intégrale de x dx, on avait dit que c'était moins du sur 8. Mais c'est une constante, ça, moins 1 sur 8. Fait que souvent, ce que j'aime faire avec les constantes, là, vous pouvez laisser là, c'est correct. Mais souvent, ce que j'aime faire avec les constantes, c'est tout de suite les mettre en avant. Parce que c'est une constante multipliée de toute façon. Et en bas, je me ramasse avec la racine de, puis 1 moins 4x2, c'est ça que j'ai appelé U. Ça fait racine de U. Là, maintenant, c'est beaucoup plus simple comme expression. Parce que ma racine ici, je peux la mettre à la 1/2. Puis vu que c'est par la propriété des exposants, je peux dire que c'est mon symbole intégral. U à la moins 1/2 du. Ce qui fait que je rajoute 1 à l'exposant, ça me fait U à la 1/2. Puis je divise par mon exposant à la 1/2, mais comme je vous ai donné comme truc tantôt, au lieu de diviser par une fraction, inscrivez tout de suite fois la fraction inverse. Au lieu de diviser par 1/2, faites donc fois 2 sur 1, ça sauve une étape pour écrire. N'oubliez pas votre constant d'intégration. 2 huitièmes, ça fait clairement moins 1 quart. Puis je retransfère mon U en X, c'est-à-dire que U, on avait dit que c'était 1 moins 4x2. 1 moins 4x2. Voici la bonne réponse. On peut l'écrire sous forme de racine. C'est un peu plus joli. Comme ça. Alright? Puis j'ai oublié mes constantes aux deux places. Faut pas faire ça. Puis là, les constantes là, derrière ma grosse tête, là, c'est bon? Je vous le dis, c'est bon. Je vous le dis, c'est pas facile. Là. Il faut que vous en fassiez. S'il y a bien une place dans l'année où vous fassiez des exercices full pin, là, c'est maintenant. Parce que le changement de variable, c'est la technique par excellence pour intégrer. Ça revient beaucoup. C'est bien important que vous le compreniez. Faites des exercices. Prenez rendez-vous avec moi. Je vous le dis, c'est central en intégrale.
Exercice. Donc, essayez celui-là. Quand vous êtes prêts, repartez la vidéo. Et voilà. Donc, voici la correction. Lui, on est proche. Hein? Il y a juste le 5 ici là, qui m'empêche de l'intégrer parce que ça ressemble à l'intégrale de e à la x. Sauf que là, j'ai un mot du 5 qui traîne. Comment faire pour se débarrasser du 5? Voici l'idée. C'est u est égal à 5x. Ce que ça fait, ça va faire du est égal à dérivée de 5x, ça va faire x. Non, dérivée de 5x, ça va faire 5. Puis mon dx que j'ai envoyé de l'autre côté. Ce qui fait que ici, je vais me ramasser avec intégrale de e à la u. Puis mon dx, j'ai un 5 de trop pour mon dx, parce que dx est ici, mais j'ai le 5 qui gosse. Ben, pas compliqué, j'envoie le 5 ici. Donc, ça va me donner dx va devenir du. Là, le 5, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le sortir tout de suite, là, ça ne change rien. Moi, je serais content de le sortir, mais je vais le laisser ici pour les besoins de l'exemple. Maintenant, intégrale de e à la u, on va le dire, ça fait e à la u. Le 5 ne change rien, plus une constante. Et on se rappelle, e à la 5x sur 5, on le ramène en termes de x à la fin. Donc, voilà. Donc, exemple. On va essayer de résoudre ça. Oui, donc ça, c'est un exemple, c'est pas un exercice, parce que là, vous allez voir, il y a une petite coche de plus. Là, si vous vous dites, oui, mais là, lui, il semble qu'il n'y a pas une chose de sa dérivée. Ouais, c'est pas grave, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Ici, ce que je vais faire là, pour que ça fonctionne, je vais poser u est égal à 1 plus x2. Puis regardez bien ce que je vais faire, là, c'est un petit entourloupe, donc c'est important de l'écouter, parce que ça va revenir à quelques reprises. Il en ressort que du est égal à x, en fait, 2x dx. Donc, je dérivé u, ça fait du. Dérivé ce côté-là, ça me fait 2x, puis mon 2x qui est allé rejoindre le 2x. Qu'est-ce que ça va faire? Regardez bien ça. Mon x5 dx, ça ressemble à ça pas mal, sauf que là, j'en ai 5 dx, puis j'en ai juste besoin de 1. Fait que dans le fond, ici, j'ai x4 fois x dx. Fait que je prends mon x5, je le casse en x4 fois x pour bien vous le montrer. Donc, parce que ça ici, c'est la même chose que ce que j'ai écrit en bas. Puis mon x dx, il est ici. Donc, ça va me faire du sur 2 dx. Donc, je me ramasse ici avec l'intégrale de ça, par définition, c'est mon u. X dx, je m'en sers, fait que ça va devenir du. Le sur 2, je vais tout de suite aller le mettre en avant pour sauver une ligne. Puis les x5, j'ai volé un 1 dx pour le mettre avec mon dx, mais il me reste encore 4 comme ça. Et là, le problème, c'est que mon intégrale, j'ai en même temps des u et en même temps des x, ce qui peut sembler être un problème. Mais dans ce cas-ci, pardon, dans ce cas-ci, il y a quelque chose que je peux dire de plus. C'est-à-dire, je vais aller utiliser ça. J'ai dit, u est égal à 1 plus x carré. Donc, si 1 est égal à u est égal à 1 plus x carré, il en ressort que u moins 1 est égal à x2. Alright? Il en ressort donc que la racine de u moins 1, c'est x, si je prends la racine de chaque bord. Et je peux aller faire ce changement de variable-là là-dedans. Donc, je m'en sers, mon u, ce que j'ai posé, je m'en sers à l'envers. Fait qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner mon 1/2, racine de u. Puis ici, j'ai racine de u moins 1, mais à la 4. Et mon racine de u moins 1 à la 4, donc on sait très bien là, que racine de u moins 1 au carré, ça fait u moins 1. Donc si je le mets à la 4, simplement, lui, il va être au carré aussi. Fait que ça va me faire racine de u à la 1/2. Puis ça ici, ça va me donner u moins 1 carré, comme ça. Alright? Et là, maintenant, je me ramasse dans une forme que je suis capable de faire quelque chose. Parce que lui, il manque mon du, puis il manque mon du ici aussi. Ça arrive des fois que je fais des petits oublis du.
Ce qui fait que maintenant, mon U-1 au carré, ça, je peux l'ouvrir. U-1 au carré, ça fait U-1 fois U-1. Donc, U fois U, ça fait U2. U fois moins 1 fois U, ça va faire moins 2U. Puis moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça va faire 1 demi intégrale de U à la moins 1 demi U carré moins 2U plus 1 du. Je vais distribuer mon U à la moins 1 demi. Donc, 2 plus 1 demi, ça fait comme 4 demi, fait que je me ramasse avec 5 demi. Ça, c'est à la 1, fait que 1 plus 1 demi, ça fait moins U à la 3 demi. Puis plus 1, ça fait plus U à la 1 demi, parce qu'il y a 1 demi fois 1, ben U à la 1 demi, du. Et maintenant, je me ramasse avec de quoi qui est facile à intégrer. Parce que ici, U à la 5 demi, ça va donner U à la, je rajoute 1 à l'exposant, 7 demi sur 7 demi, mais je ne divise pas par 7 demi à la place, je vais faire fois 2 septièmes, donc fois la fraction inverse. Moins 2U à la, je rajoute 1 à la 5 demi, divisé par 5 demi, ou fois l'inverse, 2 cinquièmes. Plus U à la 1 demi, donc U à la 3 demi, divisé par 3 demi, ou fois la fraction inverse, fois 2 tiers, plus ma constante d'intégration. Et à la fin, il faut revenir comme on avait fait à l'envers, c'est-à-dire, on avait dit que U c'était 1 plus x2. Donc, je vais me ramasser avec 2 septièmes. Lui, je vais le réécrire en termes de racine, fait que c'est une racine carrée à la 7. On avait dit que U c'était 1 plus x2. Donc, 1 plus x2. Moins 2 fois 2, 4 cinquièmes racine à la 5 de 1 plus x2. Plus 2 tiers. Là, j'ai pas beaucoup de place, là, mais tant pis. C'est pas une parenthèse, c'est une racine. Au cube de 1 plus x2. Puis on n'oublie pas la constante en dessous. Quand même un petit peu plus tough, celui-là. Mais ce qui est important de repérer ici, c'est le fait que je peux utiliser mon changement de variable à l'envers. Donc, des fois, quand vous faites votre changement de variable, il vous reste quand même des x dans votre intégrale. Puis quand ça arrive, ce qu'il faut faire, il faut utiliser votre changement de variable, lui, que vous allez remettre dedans, comme ça, en le réisolant. Et il y a moyen d'aller s'en sortir quand même. OK? Ça achève le cours. Vous n'en faites pas. Encore quelques petits exemples, une petite démonstration d'un résultat intéressant, puis après on arrête. Donc ici, qu'est-ce qui se passe quand on a des bornes puis on fait un changement de variable? Il y a quelque chose de pas correct qui se produit avec nos bornes. Donc par exemple, si je veux résoudre mon intégrale qui est ici avec un changement de variable. Ce qui va se produire, ici pour que ça fonctionne, là, on pose U est égal à 2x plus 1. Et du est égal à 2 dx. Ce qui fait que mon intégrale qui est ici, ça va devenir intégrale de racine de u. Là, mon 2 ici, il ne sert à rien. Là, fait que, je vais l'envoyer de l'autre côté pour isoler mon dx ici. Donc, dx, c'est du sur 2. Donc, je vais mettre mon 2 en avant, du. Et là, c'est quoi le problème avec les bornes quand on fait un changement de variable? Bien, les bornes qui étaient ici étaient par rapport à x, n'est-ce pas? Pas par rapport à u. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mes bornes quand je fais mon changement de variable? Bien, mes bornes suivent le changement de variable. C'est-à-dire, pour savoir c'est quoi la nouvelle borne inférieure suite au changement de variable, vous prenez votre borne inférieure et vous la mettez dans votre dit changement de variable. Donc, 2 fois 0 plus 1 qui nous donne 1. Donc, ma borne inférieure, c'est 1. Et ma nouvelle borne supérieure, je mets 4 dans ce que j'avais choisi comme changement de variable. Donc, 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Voici mes nouvelles bornes. Donc, ce qui est important de repérer ici, c'est quand vous faites un changement de variable sur une intégrale qui est bornée, c'est que vos bornes
sont affectés par le même facteur que votre changement de variable. Donc, pour avoir les nouvelles bornes après changement de variable, vous prenez les deux extrémités, vous les sacrez dans votre changement de variable, et ça crée vos nouvelles bornes. Et maintenant, vous avez juste besoin de l'intégrer. Donc, ça va vous faire 1/2. Racine de U, là, on s'entend, c'est U à la 1/2. Donc, ça va vous donner U à la 3/2 sur 3/2 ou fois 2/3, comme ça. Et là, pas besoin de plus C, guys. C'est une intégrale définie. Alright? Et là, magie, on peut clencher les deux comme ça. Deuxième chose à rajouter. J'ai pas besoin de le ramener en termes de X. Pourquoi j'ai pas besoin de le ramener en termes de X? Parce que les bornes ont été ajustées. Donc, vous avez juste besoin de mettre vos deux bornes là-dedans. Ça va vous faire 9 à la 3/2 sur 3, moins 1 à la 3/2 sur 3 en vertu du théorème fondamental du calcul intégral. Et là, ça, on peut le calculer, là, mais la racine carrée de 9, ça fait 3. 3 à la 9, ça fait 27. Donc, ça me fait 27/3. Moins 1 à la n'importe quoi, 1/3. 27/3 moins 1/3, ça me donne 26/3. Alright? Donc, dans le fond, ce que je viens de vous dire, là, c'est si vous faites un changement de variable U est égal à G de X, pour avoir les nouvelles bornes, vous devez simplement mettre vos bornes dans la fonction que vous avez posée comme U. Donc, G de A et G de B, c'est ça vos nouvelles bornes, et après, vous continuez comme si de rien n'était. En général, quand j'explique ça, les étudiants, ils n'aiment pas ça. Donc, vous autres, là, qui m'écoutez de l'autre bord, vous n'aimez pas ça. Il existe une autre façon de faire un changement de variable quand il y a des bornes, et je vais vous le montrer, et c'est d'habitude ce que vous préférez. Donc, je vais faire exactement le même problème, mais d'une autre façon. Et la façon, elle n'est pas très, très compliquée. C'est juste de se dire, ben, finalement, là, elle, je la fais, mais pas de borne. Fait que les bornes, je la fais de façon indéfinie, puis quand j'ai retrouvé la primitive, après, je reviendrai au problème initial. C'est-à-dire, parfait, on intègre ça. Fait que c'est le même changement de variable, hein, guys, c'est la même question. Fait que U est égal à 2x plus 1, DU est égal à 2dx. Là, je le sais, il faut que j'envoie mon 2 de l'autre bord, on l'a fait tantôt. Hein. Fait que ça va me donner intégrale de le 2, je vais tout de suite le sortir. Mon dx devient du. Ça me fait racine de u. Donc, mon u, c'est encore u à la 1/2. Fait que ça va faire 1/2 u à la 3/2 divisé par 2/3, divisé par 3/2 ou fois 2/3. Mais là, plus une constante d'intégration parce que je la fais indéfinie. Donc, je me ramasse avec u à la 3/2 plus c sur 3. Et on n'oublie pas de ramener en termes de x, c'est-à-dire, on avait dit que u c'était 2x plus 1. Donc, ça fait 2x, hein? 2x plus 1 à la 3/2 sur 3, plus ma constante. Maintenant, je la connais, la primitive. On veut la trouver. Fait que ce qu'on fait, on fait un nuage autour. Puis on dit, tout ceci n'était qu'un rêve. C'est-à-dire, en fait, là, c'est que je la connais, la primitive, maintenant. Je l'ai calculée. Donc, on revient au problème initial, comme si on n'avait rien fait. Et là, la primitive, on la connaît. C'est ça ici. Fait que la racine de 2x plus 1, la primitive, c'est 2 à la x plus 1 sur 3 à la 3/2 de 0 à 4. Parce que je sais que c'est ça la primitive, je l'ai calculé en haut. Plus besoin de la constante parce que maintenant c'est défini. Et après, vous faites juste appliquer votre théorème fondamental du calcul là-dedans. C'est-à-dire 2 fois 4 plus 1 à la 3/2 sur 3, moins, la parenthèse est un peu grosse, 2 fois 0 plus 1 à la 3/2 sur 3. Ce qui va faire 2 plus 4, 8,
plus 1, 9. La racine en premier, 3, 3 au carré, 27. 27 tiers. 2 fois 0, 0, plus 1, 1, 1 à la 3 demi, 1. 26 tiers. Puis là, je suis tellement derrière ma tronche. Dans ce cas-là. Voilà. J'ai écrit un peu derrière moi, mais je pense pas que j'ai perdu personne. Là. C'est des petits calculs d'arithmétique. Voilà. Donc, que vous fassiez cette technique-là ou l'autre technique, je m'en fous. Ça revient au même, c'est correct. Mais si vous laissez vos bornes doivent suivre le changement de variable. Mais d'habitude, ce que vous préférez en général, c'est de laisser enlever vos bornes, la faire sans bornes, puis après revenir avec, vu qu'on connaît la primitive, maintenant je l'intègre d'un coup, puis on applique mon théorème directement. C'est bon? Donc, exercice, on va faire les deux petits exercices. En fait, vous allez faire les deux petits exercices qui sont là. Commencez par le premier. Et après, repartez la vidéo pour voir la correction. Donc, je vais utiliser la technique que vous privilégiez normalement, c'est-à-dire, on la fait pas de borne. Comme ça. Ici, c'est quoi le bon changement de variable? Le bon changement de variable, c'est U est égal à ln de x. Pourquoi? Parce que la dérivée, ça fait 1 sur x, puis ben 1 sur x, il est là. Fait que ça va faire du ln de x dérivée, ça fait 1 sur x. Le dx que j'envoie toujours de l'autre côté. Puis c'est ça, ben dx sur x, c'est du. Fait que ça va me donner intégrale de dx sur x, on dit que c'est du, puis ln de x, c'est u. Fait que intégrale de u, c'est u2 sur 2 plus ma constante. Ce qui fait que ça me donne... excusez-moi, je le fais dans l'envers. Ce qui fait que ça me donne au carré ln de x sur 2 plus c, parce qu'il faut que je le ramène en termes de x. Maintenant, je vais enlever les barbeaux sur mon intégrale. Là. Comme ça. Je reviens au problème initial. Maintenant, je connais la primitive. C'est-à-dire, ce problème-là, maintenant, je sais que la primitive, c'est ln de x au carré sur 2, puis besoin de ma constante parce que je suis défini maintenant de 1 à e, et j'applique mon théorème fondamental du calcul. Donc, ln de e au carré sur 2, moins ln de 1 sur 2. Donc, pour ceux qui se rappellent de comment manipuler les logs, ln de e, ça vaut 1, donc 1 au carré sur 2, puis ln de 1, ça vaut 0, fait que moins 0 sur 2, fait que ça fait une demi. Si vous l'avez putonné dans votre calcul rendu ici, je vous pardonne. Donc voilà, donc ça c'était l'exemple ici pour vous pratiquer sur le changement de variable avec les bornes. Donc ici, il n'y a pas de changement de variable, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Donc faites l'intégrale qui est ici. Puis je vais vous montrer quelque chose après en rapport avec ça. Donc voici la correction. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Hein? x3, ça fait x4 sur 4, puis that's it, de moins 2 à 2. Donc je vais appliquer mon théorème fondamental du calcul, c'est-à-dire je vais mettre 2 là-dedans, moins 2 là-dedans. Je vais mettre la parenthèse ici pour ne pas mêler personne. Puis 2 à la 4, ça fait 2, 4, 8, 16. 16 quarts moins 2 à la 4, ça fait aussi 16. Donc 16 quarts moins 16 quarts, ça fait 0. Donc j'ai déjà parlé de tout ça, mais je vais quand même en reparler ici parce que je vais aller plus en détail. X cube, je ne sais pas si vous le savez, mais ça ressemble à une fonction qui fait ça. Et j'ai intégré de là jusqu'à là, ce qui fait que l'air en dessous de la courbe a cancellé l'air au-dessus de la courbe. Et c'est pour ça que je suis arrivé à 0. Mais ce qui est particulier de x cube, c'est que mon intervalle est asymétrique, c'est-à-dire je vais de la même borne à la même borne, sauf qu'il y a un signe de différence. L'intégrale qui est ici, ce qui se passe dans la partie positive de l'axe des x, c'est la même chose qui se passe dans la partie négative de l'axe des x, mais de l'autre côté de l'axe. C'est ce qu'on appelle une fonction impaire. Et les fonctions impaires sont caractérisées par cette propriété-là. C'est-à-dire, si vous avez une fonction où vous pouvez sortir le moins de votre fonction et ça reste vrai,
et ça reste égal, ça veut dire que vous avez une fonction impaire, donc ça veut dire que ce qui se passe de ce côté-ci de l'axe, c'est la même chose que ce qui se passe de ce côté-ci de l'axe, mais dans les négatifs. Et si vous avez ça, et vous intégrez une fonction qui a cette propriété-là sur l'intégrale qui est symétrique, un intégral va toujours être de 0. Je m'explique peut-être un petit peu plus en détail pour ça, là. Si je vous dis moins f de x, sachant que f de x, c'est x cube. Qu'est-ce que ça fait, ce moins f de x dans f de x cube? Ça fait moins x au cube. Puis un moins fois un moins fois un moins, ça fait un nombre négatif, assurément. Et ça, c'est quoi? C'est f de x. Donc ici, le fait de mettre un moins en avant, c'est équivalent à mettre un moins à l'extérieur et ça reste la même forme. Donc c'est une fonction qui est impaire, ce qui fait que si j'intègre, par exemple, cette fonction-là d'un intervalle, par exemple, de moins 3 à 3, c'est sûr que l'intégrale fait 0. Ou si je l'intègre de moins 4 à 4, c'est sûr que l'intégrale fait 0. Si je l'intègre de moins 1000 à 1000, c'est sûr que l'intégrale fait 0, parce que quand on a cette propriété-là, ce qui se passe de ce côté-ci puis de l'autre côté de l'axe, ben c'est la même affaire, mais de signe opposé, automatiquement, ça va se canceller. Alright? Donc, on peut faire un théorème avec ça, les fonctions symétriques. Donc, si vous avez une fonction impaire, c'est-à-dire qu'il y a cette propriété-là, alors l'intégrale de moins a à a, ça va faire 0. Et si vous avez une fonction paire, c'est moins intéressant les fonctions paires, là, mais si le fait de mettre un moins, ça ne change rien, alors l'intégrale de moins a à a, ça devient 2 fois l'intégrale. Lui, peut-être un peu moins intéressant, sincèrement. Là, je vais peut-être plus me concentrer sur le numéro 1 de ça. Donc, la démonstration, je vais pas la faire. Parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'essaie de la sauter ici parce que c'est peut-être pas super utile, puis peut-être que vous avez déjà assez mal à la tête comme ça avec le cours que je viens de vous faire. Mais c'est juste de vous dire que quand on a ça comme propriété des fonctions, ça veut dire que sur l'intervalle qui est symétrique, donc de moins a à a, ça va faire 0, parce que ce qui va se passer ici de l'axe, c'est la même chose que ce qui va se passer de l'autre côté, mais avec des signes opposés, donc ça se cancelle. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que si vous tombez sur des fonctions comme ça, qui ont l'air vraiment top, en fait, moi, je ne saurais même pas comment intégrer ça dans la vie, là. Si vous enlevez les bornes ici, là, je ne peux pas vous donner de primitive de ça. Mais si j'arrive à montrer que c'est une fonction impaire, alors je vais pouvoir dire que c'est 0. Donc, pour montrer que c'est une fonction impaire, je vais aller mettre moins f de x là-dedans. Sin de moins x, 1 plus moins x au carré plus moins x à la 4. On va commencer par le dénominateur parce que c'est facile. Moins x au carré, un négatif au carré, ça fait un positif, fait que le moins s'en va. Puis même chose, un moins x à la 4, ça fait x4, parce qu'un négatif à la 4, c'est positif. Maintenant, le sin de moins x, ben, je vous informe que sinus est une fonction qui est impaire. Clairement, parce que ce qui se passe de ce côté-ci de l'axe, c'est la même chose que ce qui se passe de l'autre côté, mais dans le négatif. Donc, la partie qui est ici, c'est la partie qui est là, mais de l'autre bord de l'axe. La partie qui est ici, c'est la partie qui est là, mais de l'autre bord de l'axe. Donc, c'est une fonction qui est impaire. Si vous revenez à vos notes de maths secondaire 5, ben, on retrouve cette propriété-là dans le sinus. C'est écrit quelque part dans vos notes de secondaire 5, là, si vous avez vos notes de secondaire 5 il n'y a pas si longtemps. Ce qui fait que ça, c'est quoi? Ça, c'est la fonction f de x. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à sortir mon moins de ma fonction. Donc, le fait d'avoir mis le moins dans la fonction, c'est comme si je faisais juste le sortir. Ce qui fait que ceci est une fonction impaire dans un intervalle symétrique et l'intégrale est de 0. C'est bon? Donc, 49 minutes, ça va être assez pour aujourd'hui. Hein? C'était quand même pas facile. Donc, ce que je vous dis, là, changement de variable, pratiquez-le. C'est la master technique en intégrale. C'est ce qui va venir le plus souvent. Et c'est pas si simple que ça à comprendre. Quand on l'a catché, après, ça va bien, là, mais l'idée au début, c'est pas si facile. Retenez, au début, vous allez essayer des changements de variables et ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave, vous êtes normal. Au début, faire une intégrale, ça va vous prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups pour le réussir. Mais maintenant, à force de vous pratiquer, à force d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, vous allez devenir meilleur pour faire des choix de changement de variables. Et ça va finir toujours par marcher du premier coup si vous en faites suffisamment. Donc là-dessus,
N'hésitez pas à venir me poser des questions. N'hésitez pas à aller au CAM. On est là pour vous aider. Je suis là pour vous aiguiller là-dedans. Là. Vous n'êtes pas tout seul chez vous. Là. Donc, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec moi si vous en ressentez le besoin. Et vous devriez en ressentir le besoin dans cette section-là. C'est pas facile. Donc, sur ça, sinon, je vous dis bonne fin de cours et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.